Je vais être franche, la France est l'Eldorado des pédophiles. Je vais être franche, la France est l'Eldorado des pédophiles. À 11 ans, on n'est pas consentant. À 11 ans, on n'est pas consentant. Bordel de merde! Ça fait des millénaires qu'on est violés et vous nous demandez de partir! J'ai eu à cœur de faire cette vidéo ce soir par rapport à certains événements qui se passent en France, mais cela n'est pas seulement adressé à la France, mais c'est adressé au monde entier, parce que ce sont des événements qui vont s'étendre dans le monde entier. En France, la semaine dernière, le mercredi 8 août, si je me souviens bien, il y a eu une loi qui a été votée, la loi concernant le consentement sexuel. Il y en a beaucoup qui se sont levés pour dire que ce n'est pas une loi qui affecte qui que ce soit, vous en faites trop, vous racontez des histoires. J'ai fait un peu plus de recherches, j'ai lu des articles, j'ai écouté des personnes parler de cette loi et je vous avoue que je suis meurtrie au-dedans de moi. Parce que en lisant la parole de Dieu, il y a des prophéties qui sont données pour la fin des temps, mais je ne savais pas qu'il y avait certaines choses qui devaient se passer sous mes yeux. Dans ma tête, je me disais que ça devait être pendant peut-être l'époque de mes petits-enfants ou de mes arrière-petits-enfants, mais je me rends compte qu'en l'espace d'on va dire 10 à 12 ans, il y a tellement de choses qui se sont déroulées, mais tellement de choses. Et la chose qui me fait le plus mal, c'est, comment dire, la froideur des chrétiennes actuellement. Je ne m'adresse pas aux hommes chrétiens, mais je vais m'adresser aux femmes chrétiennes, donc aux mamans comme moi. Et même celles qui ne sont pas mamans, aux femmes comme moi. Cette loi a été passée et il n'y a plus de limite d'âge. Avant, il y avait une limite d'âge de 15 ans pour le consentement sexuel. Mais d'après cette nouvelle loi qui a été placée, la limite d'âge a été déplacée, donc elle n'existe plus. Ce qui fait qu'un enfant de 0 mois peut avoir un consentement sexuel. Un enfant de 4 ans peut avoir un consentement sexuel. Comme comme une personne de 20 ans a un consentement sexuel. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est de savoir que maintenant, si un petit enfant de 1 an est abusé sexuellement et qu'il n'y a pas de trauma sur le corps, comment dire, qu'il n'y ait pas de traces de violence sur le corps, il va falloir que cet enfant de 1 an puisse démontrer qu'il a été abusé et qu'il n'était pas consentant. Nous savons qu'il y a des viols qui se passent dans des familles où les enfants n'ont pas de traces sur le corps de violence. La violence est seulement faite aux parties intimes. Alors comment est-ce qu'un enfant... N'est-ce pas ouvrir la porte à ce genre d'attitude? N'est-ce pas légaliser ce genre d'attitude? Déjà à travers le monde, si vous remarquez, quand une personne est condamnée pour abus sexuel, la personne passe moins de temps en prison que quelqu'un qui a vendu de la drogue. Les amis, je refais la vidéo parce que je l'étais avec ce téléphone pourri qui ne marche pas, donc je vais parler de la loi Schiappa. Vous m'avez lancé, vous avez voulu que j'en parle, j'en ai déjà parlé sur mon premier compte Jestem, j'en ai reparlé sur Jestem 2, la vidéo a mal été lancée ou a pixelisé, donc je recommence. Loi Schiappa, pourquoi vous vous énervez les Français? Ne vous énervez plus. On a des associations qui viennent dans les écoles primaires pour dire aux petits-enfants CE2, maman sort avec maman, papa sort avec papa, etc. On a des couches au glyphosate, les enfants sont en danger depuis longtemps, les 11 vaccins, l'école obligatoire à 3 ans, etc., etc. Maintenant, on a la loi majorité sexuelle à 11 ans. Alors Jimmy Mohamed, voir la vidéo précédente que j'ai fait, dit dans la vidéo que 2 filles de 11 ans n'ont pas pu prouver qu'elles se sont fait violer, et donc les juges ont estimé que c'était une fornication mutuelle entre l'adulte et la petite de 11 ans. Voilà. Donc maintenant, pourquoi je vous parle de ça, les amis? Moi, à la limite, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. C'est vrai que nous, on n'a pas le droit de discuter, on n'a pas le droit de donner notre avis. Nous sommes que des Français issus d'immigration. Surtout moi, avec mon profil maghrébin, je ne vais pas trop la ramener.
mariage pour tous, c'est pas, bon, c'est vos mœurs, c'est comme ça. Sponsoring, LGBT, machin, etc. C'est votre délire, c'est les Français, j'ai pas mon mot à dire, sinon je passe pour un barbare, un taliban ou un sauvage. Bref. Donc ça, c'est votre civilisation, c'est votre fin de civilisation. Je vous souhaite une bonne fin de civilisation. Maintenant, on va parler de civilisation à civilisation. Les islamo-haineux nous parlent souvent de Aïcha radiallahu anha, la deuxième femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait oui, elle avait 9 ans, etc. Le prophète s'est marié avec une femme de 40 ans, directrice d'une entreprise internationale de commerce de la soie, de l'or, des épices, etc., de l'Orient, c'est-à-dire de la Chine, jusqu'à la Méditerranée, et qui allait chez les ploucs un peu plus au nord. Voilà. Donc le prophète s'est marié avec une femme de 40 ans, d'accord? Comment se serait-il marié ensuite avec une fillette de 9 ans? Impossible. Donc vous, là, les islamo-haineux, Zemmour, Fiante de Souche, Ripis Laïc et compagnie, Finkielkraut, Patrick Cohen, El Kabash, Sonia Mabrouki, et toute la clique, hein, Morandini avec ses histoires pédosexuelles et compagnie, tout le monde parle de ça dans les médias, d'accord, ok, vous parlez de ça, c'est une rumeur, c'est un écrit qui date de 1400 ans, ça a été recueilli par un Ouzbékistanais et un Iranien qui ont voyagé dans le monde arabe pour recueillir des 600 000 récits, c'est pas dans le Coran, c'est dans des récits rapportés par Jawad, par Masoud, par Rachid, par Salama, par etc. Donc on n'a vraiment pas des chaînes fiables. Mais vous le pilonnez parce que vous avez que cet argument, dans le pif. Maintenant, moi j'ai un argument pour vous, messieurs, dames, de la République, de Marianne, de la laïcité franc-maçonne, kabbalistique, comme dirait Laurent Payon, Vincent Payon. Oui, la laïcité, c'est la Kabbale, c'est le Zohar, c'est un peu, voilà, c'est la franc-maçonnerie, c'est tout ça, d'accord. Moi, j'ai un truc pour vous, messieurs, dames, françaises et françaises. Français et françaises. Moi, je vais d'abord français d'abord et française ensuite. Voilà. Pourtant, on paye les restaurants aux femmes, etc. Bref, je reviens. Vous, maintenant, en 2018, à la rentrée, ne vous excitez pas trop, les amis. Vous allez passer une loi où la femme de 11 ans pourra forniquer et devra prouver qu'elle s'est fait... elle a été en atteinte sexuelle ou qu'elle s'est fait violer, etc. Vous, ce sera légiféré. Alors, dites-moi quelle est la différence entre une loi légiférée en 2018 et une rumeur ou un récit rapporté par Ibn Mas'ud, Qal, Ibn Rashid, Qal, Ibn Mustafa, Qal, Qal. Enfin bref, des récits de 1400 ans, alors qu'on sait très bien que même 50 ans en arrière, on n'est même pas sûr de ce qui s'est passé. Bonjour à tous. Comme vous l'avez remarqué, la loi de Chiapa continue de faire des vagues sur la toile internet, hein, mais le tsunami est attendu pour la rentrée contre cette loi. Aura-t-il vraiment lieu? Nos politiques de gauche, hein, voire même de droite, hein, ont pris l'habitude de nous détourner des vrais problèmes sociaux pour ensuite nous focaliser sur des faits de société qui en sont très très éloignés. On l'avait constaté avec la loi sur le mariage pour tous, hein, où le gouvernement socialiste, qui était présidé par le franc-maçon François Hollande, nous avait éloignés des vrais problèmes économiques pendant des semaines. Et nos médias en avaient fait la une de leurs journaux ou magazines hein, pendant des mois. Pourquoi le socialisme a-t-il développé ce genre de stratégie de diversion? Pour la simple raison que ce parti socialiste ne se classe plus vraiment dans un mouvement de gauche, hein, puisque depuis l'ère de Mitterrand, le parti socialiste avait décidé de s'ouvrir au libéralisme économique, avec toutes les conséquences que nous lui connaissons. Hein. Chômage, précarité, de l'emploi, licenciement toléré, hein, etc., etc. Pour faire croire à l'opinion que ce leurre de socialisme représente toujours des valeurs de gauche, hein, nos chers socialistes se sont amusés surtout à légiférer de petites mesurettes, hein, comme le RMI, hein, qui est devenu le RSA par la suite, hein, qui ne changeront pas grand-chose à cette injustice sociale hein, que génère notre système économique. Hein. La loi sur le mariage pour tous, qui répondait avant tout à un souhait de la franc-maçonnerie, permettra entre autres à la François Hollande d'occuper sa gouvernance par ce genre de thématique qui, comme nous le savons, n'aura pas de réelles conséquences sur notre système économique, hein, qui fragilise tous les jours un peu plus nos acquis sociaux. Hein. Aujourd'hui, le gouvernement d'Emmanuel Macron développerait la même stratégie à quelques nuances près. Hein. Lui, il n'est pas de gauche, mais un opportuniste de droite qui avait profité du tremplin que lui avait fourni François Hollande en l'intégrant dans son gouvernement.
Macron, qui n'est qu'un opportuniste, évoluait dans le mouvement de la grande finance, hein, puisqu'il avait exercé ses fonctions dans la banque des Rothschild. Hein. Macron est très bien placé pour savoir que nos hommes politiques ont perdu leur pouvoir, hein, qui désormais se trouve entre les mains des milieux financiers qui composent l'activité commerciale de notre société. Hein. Et cette oligarchie, qui comprend entre autres une partie de la bourgeoisie du pays, des groupes industriels et des banquiers, impose désormais à la nation son dictat économique. Hein. Macron, qui évoluait au milieu de cette oligarchie, baignait dans cette idéologie du tout libérale. Donc pour lui, il fallait continuer la politique socialiste en accélérant la privatisation de la société. Et pour que le peuple ne se révolte pas contre l'injustice sociale que génère notre système économique et cette privatisation accélérée de la société, hein, on va lui fabriquer des sujets ou des faits d'actualité hein, qui le détourneront de ces problèmes. Et c'est là qu'intervient Marlène Schiappa aussi. Hein. Quand on connaît le parcours de son père, Jean-Marc Schiappa, hein, on commence à comprendre pourquoi cette jeune femme avait décidé de suivre un chemin anti-religieux. Hein. Jean-Marc Schiappa, pour ceux qui ne le connaissent pas, était né en 1956 à Rabat, de parents corses. Après une période effectuée à la Caisse d'allocation familiale de Paris, hein, et délégué syndical de Force ouvrière, il deviendra enseignant en obtenant le CAPES d'histoire-géographie. Hein. Président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, hein, lié à la Fédération nationale de la libre pensée, il va collaborer aux publications de cette dernière, hein, le mensuel La Raison, hein, et la revue trimestrielle L'Idée libre. D'obédience trotskiste, lambertiste, il se décrira comme un fervent militant depuis qu'il pensait avoir eu l'âge de comprendre que les problèmes de l'humanité étaient d'abord des problèmes sociaux et politiques. Ah bah voyons. Et il est le père de Marlène Schiappa, comme vous le savez. Hein. Jean-Marc Schiappa avait rejoint la Fédération de la libre pensée. Hein. C'est une fédération d'associations qui est noyautée par la franc-maçonnerie. Hein. Donc maintenant on comprend beaucoup mieux le pourquoi de cette loi de Schiappa. Comme je le précisais dans une autre vidéo, cette loi de Schiappa, hein, qui abaisse désormais le discernement de l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, servirait à couvrir en fait les agissements des réseaux pédophiles qui alimentent en enfant toutes ces soirées mondaines où se réunissent régulièrement tout le gratin de la haute bourgeoisie de nos sociétés. Parmi ceux qui s'adonneraient au plaisir avec ces jeunes enfants, vous pouvez trouver toutes nos élites, hein. Ça va du magistrat en passant par le fonctionnaire de police ou le commissaire, hein. Des maires, hein, des ministres et des banquiers. Ça c'est pour la France. Aux États-Unis vous pouvez avoir des sénateurs, des gouverneurs, bref des gens, c'est un peu le gratin de l'élite de nos nations. Et toutes ces élites ont un dénominateur commun. Hein. Ben, ils flirtent tous avec le mouvement libéral de la franc-maçonnerie, surtout l'idéal libertaire de la franc-maçonnerie. Hein. Cette franc-maçonnerie dont l'idéal libertaire contrôlerait notre réseau médiatique, hein, et qui nous expliquerait pourquoi ces mêmes médias exploiteraient les cas de pédophilie chez les prêtres. Hein. Et cela pour mieux discréditer ce qui reste du christianisme. Hein. Il dénonce avec une certaine hypocrisie cette pédophilie des prêtres, alors que nous savons très bien que les détenteurs de ce pouvoir médiatique organisent régulièrement des soirées mondaines, hein, où l'alcool, la drogue et le sexe tournent à plein régime. Dans cette jet set surtout, hein, du show business, hein, il existerait une caste qui serait plus maléfique, hein, et qui, elle, côtoierait certains milieux pédophiles, hein, pour ne pas dire sacrificiels. Hein. Donc quand nos médias essaient de discréditer le christianisme en dénonçant les cas de prêtres pédophiles, on peut leur répondre que c'est un peu l'hôpital qui se foutrait de la charité. Nos médias s'attaquent à la pédophilie des prêtres non sans arrière-pensée. Hein. C'est une manière pour eux assez subtile de discréditer complètement ce qui reste du christianisme. Hein. Parce que le but final, c'est de détruire complètement les religions. La loi de Schiappa, pour l'instant, elle a été établie, mais c'est pas dit qu'elle soit fonctionnelle. Hein. Puisqu'il reste un peu de religion. Hein. Et ce que les francs-maçons veulent, c'est détruire complètement tout ce qui reste des religions. Donc nos médias dénoncent une pédophilie dont le diable initierait le mouvement au plus haut niveau des États. Hein. Une partie des enfants subiraient des sévices sexuels lors de ces soirées mondaines, hein, qui se dérouleraient dans des endroits très très isolés, hein, comme des châteaux ou de grandes villas prêtées pour l'occasion par des membres très influents. Qui profiterait donc de ces enfants? La caste influente de nos nations qui paie à prix d'or tous ces rabatteurs d'enfants que nos sociétés font mine de juger. Bien entendu, je parle des réseaux pédophiles. Hein.
Bien entendu, la justice s'attaque aux réseaux pédophiles hein, et non à ceux qui profitent de ces réseaux, surtout quand ce sont d'anciens ministres, hein, voire des gens encore bien placés. Hein. Aujourd'hui, avec la loi de Chiappa, on est en train de couvrir les agissements de tous ces réseaux pédophiles et plus grave encore, on permettra aux élites de l'oligarchie, hein, des oligarchies surtout européennes, de pouvoir forniquer avec de jeunes enfants sans vraiment être inquiétés par la justice. Hein. Dans la petite compilation que je vous ai diffusée tout au début de ma vidéo, on voit Jean-Jacques Bourdin demander à Marlène Schiappa, moi pardon parce que ce petit extrait je l'ai oublié mais je vais le mettre à la fin, hein. Demander à Marlène Schiappa, est-ce vrai que vous aviez écrit des romans érotiques? Et elle de répondre, mais où est le problème? Mais c'est là le problème. À travers la loi de Chiappa, c'est bien l'esprit de ce libertinage sexuel décrit dans ces romans en l'eau de rose qui s'exprimerait, donc en aucune manière elle servirait de le bien des enfants. Chiappa ne fait qu'exalter sa rancœur des religions et profite de son poste au ministère hein, pour légiférer une loi qui rejoindrait le contenu de ces romans érotiques. Hein. Dans la vidéo intitulée Le cri de douleur d'une mère, hein, dont je vais vous mettre le lien aussi en dessous, hein, on entend cette mère dire que ce qui se passe actuellement en France est très très grave, car certaines de ces lois perverses seraient systématiquement reprises par d'autres pays qui légifèrent ainsi sur les mêmes autorisations. C'est comme ça que le mariage gay a commencé à s'exporter un peu partout sur la planète. Hein. Car certaines castes issues des bourgeoisies européennes qui profiteraient actuellement des réseaux pédophiles hein, pour s'adonner au plaisir avec des enfants, n'attendent tous qu'une loi qui viendrait couvrir leurs crimes contre les enfants. Et ainsi, ils pourraient forniquer sans être inquiétés par la justice. Pourquoi est-ce vraiment la France qui initierait ce genre de loi perverse? Car, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, la France serait probablement le pays du grand monarque. Hein. Une certaine caste dirigeante profiterait peut-être, probablement, de sa présence pour faire croire au monde que ces lois seraient sa volonté, alors qu'en réalité, toutes ces lois perverses ne seraient rien d'autre que la volonté du diable qui s'exprime à travers les oligarchies en général et la franc-maçonnerie en particulier. Certains me diront, mais si ce grand monarque existe vraiment, pourquoi il ne réagit pas? Étant le logiciel de Dieu au milieu d'une société qui se veut laïque, très très laïque, pour ne pas dire démoniaque, les marges de manœuvre de ce monarque sont très très réduites hein, pour l'instant, comme vous vous en doutez. Hein. Il ne peut pas vraiment s'exprimer, surtout quand vous avez vu le déchaînement médiatique sur le voile islamique. Hein, probablement que lui préfère attendre, hein, et puis d'ailleurs on ne va pas lui donner l'opportunité de s'exprimer. Hein. Et surtout l'oligarchie française qui régit actuellement toute l'activité politique et économique de notre pays, hein, elle n'a aucune intention de le laisser s'exprimer, hein, puisqu'ils savent très bien que lorsqu'il va apparaître, hein, ça sera le début de la fin de l'oligarchie en France. Hein. Bah oui, c'est logique. Hein. Et il ne va pas venir pour offrir des bouquets de fleurs à l'oligarchie, hein. Surtout si cette oligarchie est en train de légiférer sur des lois démoniaques. Hein. Et c'est étrange, hein, car dans la Bible, on nous préciserait que celui qui retiendrait l'antéchrist devra disparaître. Parce que, comme je ne cesse de le dire, hein, celui qu'on appelle le grand monarque ne peut être que l'antéchrist en réalité. Certains sont toujours surpris quand on dit ça, mais bon, l'antéchrist, vous envoyez une personne maléfique, alors que l'antéchrist, déjà le terme veut dire antérieur au Christ. Pourquoi c'est devenu antichrist? Pour une raison fort simple. Hein. Ça permet aux forces du mal et au diable d'instaurer une confusion autour de cette personne. Hein. Confusion qui lui permet de détourner l'attention de ce qui se passe réellement sur l'antichrist. Parce que, comme vous le savez, nos sociétés sont devenues antichristiques, surtout avec cette loi laïque, hein, où on interdit désormais toute présence de la divinité partout. Hein. Donc, nos sociétés étant devenues antichristiques, les forces du mal, eux, voudraient que cette image de l'antichrist n'apparaissent pas au niveau sociétal. Ils voudraient focaliser cette vision antichristique sur l'antéchrist. C'est pour cette raison que depuis des siècles, on nous formaterait en réalité sur ce personnage. Hein. On nous dit qu'il serait maléfique. Hein. Oui, mais bon, les religieux, les théologiens sont gentils, mais bon, quand on nous dit qu'il va séduire tous les peuples du monde, il va gouverner le monde, sans une autorisation divine, personne ne peut gouverner cette planète, sachez-le. Donc, ce qui veut dire que cet antéchrist ne peut être que le logiciel de Dieu, et le diable est bien conscient du contenu de sa mission salvatrice.
Donc le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour le discréditer. Dans un commentaire, vous avez certaines personnes m'ont dit, je parlais de l'année 78. Qu'est-ce que s'est-il passé en 1978 en Algérie? Je vous ai dit, vous doutez bien que ce grand monarque aura probablement une origine musulmane en général et algérienne probablement particulièrement. Le diable va jouer sur l'antagonisme nationaliste entre la France et l'Algérie, hein, pour s'attaquer à ce monarque. Et ce qui se serait passé, c'est que, étant très très jeune, je pense que le pouvoir algérien, le régime de l'époque qui était gouverné par Ouari Boumedienne, aurait suggéré au père de ce monarque de le faire venir en Algérie. Hein. La suite est encore plus terrifiante, hein. Je ne vais pas vous en parler. Hein. On a failli se retrouver, on a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale à cette époque. C'était le but souhaité par le diable, mais comme le jeune monarque contrôle les choses, il s'est arrangé pour que ça ne se dégrade pas. Et il a réussi à quitter ce pays, mais bon, il a été très très affecté par ce qui s'était passé, puisqu'il a subi des choses terrifiantes, hein, pour ne pas dire diaboliques. Hein. Je vous ai dit déjà dans une précédente vidéo que ce grand monarque aura une caractéristique étrange, hein, c'est celle de ressusciter lorsque certaines personnes voudront l'exécuter. On va lui tirer dessus, mais il va revenir à la vie assez rapidement. En 78, ça se serait passé exactement comme je suis en train de vous le dire. Hein. Sauf que, bon, certains vont me dire qu'il faut ramener des preuves, mais non, lui-même ne vous donnera pas de preuves. Il reste dans l'ambiguïté parce que, comme on l'explique souvent, avoir la foi, ce n'est pas toujours vouloir voir le portrait de Dieu. Il faut quelquefois croire sans qu'on vous ramène la photo du diable. Hein. Parce que là, c'est plus de la foi, hein, c'est carrément, vous devenez scientifique, hein, vous voulez des preuves. Hein. Comme disait saint Thomas, je croirai quand je verrai. Je pense que ça s'est passé comme ça. Hein. Moi, je vois dans certaines de mes visions, je vois le drame qui se serait produit en 1978. Hein. Je vois quelqu'un qui se fait tirer dessus, hein, qui s'écroule. Et quelque chose qui commence à parler dans le ciel. Hein. Et cette personne se relève en remettant les balles à son bourreau. Son bourreau était en train de se prosterner. Hein. C'est l'image que je vois. Je ne sais pas. Après, par la suite, j'ai vu une série de tornades qui se sont abattues sur le pays en 1978. Hein. Ce qui a effrayé tout le monde, hein, à cette époque. C'est la vision que je perçois de ce qui se serait passé en 78 en Algérie. Bien entendu, ce qui s'est passé en 78 va jouer sur le futur. Hein. Parce que, comme vous le savez, en 1988, il y a eu des émeutes, hein, qui ont débouché sur une guerre civile en Algérie. Hein. Et ben, tout serait lié à ce qui s'est passé en 78. Parce qu'il faut comprendre, si vous suivez la logique de ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire que le régime militaire algérien et le grand monarque ne seront pas en odeur de sainteté. Hein. Je dirais que même celui qu'on appelle le grand monarque voudra se venger du régime militaire algérien. Tout en sachant qu'actuellement, le gouvernement français protège le régime algérien parce qu'il symboliserait la laïcité, mais dans le futur, ça va se dégrader à une vitesse grand V. Même les forces de l'ordre qui soutenaient le gouvernement pour ce régime vont se faire tout petits. Hein. Ils vont se dire non, non, nous ne soutiens pas ce régime militaire. Parce que ce grand monarque va lever les foules. Que ce soit en Europe ou dans les pays arabes, il lèvera les foules. Donc les forces de sécurité des différents pays n'oseront plus trop se confronter à lui parce qu'ils sauront qu'il commencera à prendre du pouvoir, de plus en plus de pouvoir. Et les forces de l'ordre en France savent très bien que la France est un pays révolutionnaire, donc ils se doutent bien que du jour au lendemain, on peut ressortir les guillotines et re-guillotiner certaines têtes.
Parce que lorsqu'une révolution se déclenche, vous savez qu'on ne peut pas contrôler la foule. Hein. C'est ce qui s'est passé en 1789, comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos. Ça a été une manipulation assez grossière de la bourgeoisie et de la franc-maçonnerie en particulier, hein, qui voulait se débarrasser de la monarchie hein, pour ouvrir le pays au libéralisme économique, hein, puisque la monarchie mettait un frein, ce qui ne permettait pas à la bourgeoisie de s'enrichir. Quant aux loges franc-maçonnes, elles ont voulu instaurer un nouveau paradigme, se débarrasser du pouvoir monarchique pour instaurer une république laïque, où l'Église n'avait plus son mot à dire. Dès l'instant où vous détruisez la base même des nations, surtout de la France qui était chrétienne, entre parenthèses, parce que il faudrait faire un grand débat sur le christianisme en France, hein. Surtout quand on nous dit que Clovis a été le premier converti au christianisme. Bon, je bouffe de rire, hein, mais bon. C'est un peu comme l'empereur Constantin, hein. On nous dit oui, c'est lui qui a accepté, qui a adopté le christianisme. Ah, oui, mais bon, le gars, il continue à faire ses petites festivités païennes, hein. Il se contrefoutait complètement du christianisme. C'est parce qu'il voulait s'accaparer cette ferveur religieuse, hein, pour reprendre les manettes du pouvoir, hein, parce que l'Empire romain à cette époque était menacé de toutes parts par les barbares, hein, qui, comme vous le savez, hein, le détruiront au 5e siècle. Hein. Ça c'est pareil, hein, les invasions barbares, c'était un programme ordonné par Dieu pour mettre un terme à cet Empire romain. Parce qu'après il fallait constituer des nations dites plus ou moins chrétiennes, hein, puisque là aussi hein, on peut discuter de ces monarchies qui se prétendaient, surtout la France, hein, quand on nous dit la fille née de l'Église. Hein. Bon, je ne vais pas trop parler de ça, parce que quand on dit d'un pays que c'est la fille née de l'Église, hein, logiquement, tout le pays ça doit être l'Arabie Saoudite en langage plus clair. Hein. La France, vous savez très bien que depuis 2 siècles, 3 siècles, c'était pas l'Arabie Saoudite. Avant la Révolution française, c'était pareil. Hein, les gens allaient à l'église le dimanche matin, et le lendemain, ils allaient faire leur business ou garder leur caractère, leur mauvais caractère. Hein. L'église n'a pas, vous savez, l'église n'a pas converti grand monde. Hein. L'église, sa mission première, c'était d'attirer le maximum d'adeptes, de faire augmenter la communauté et surtout de contrôler cette communauté chrétienne pour permettre surtout aux monarchies de régner sans être inquiétées par les mouvements révolutionnaires. Parce que vous savez que l'église à cette époque s'arrangeait toujours pour que le peuple ne se révolte pas. Hein, parce que si le peuple se révoltait, surtout en France, comme on disait que la monarchie était de droit divine, donc si le peuple se révolte contre la monarchie de droit divine, on se révoltait contre Dieu. Vous voyez ? Alors que cette monarchie, même si on dit qu'elle est de droit divine, parmi ceux qui dirigeaient cette monarchie française, beaucoup étaient athées. Vous voyez ? Donc vous voyez un peu la mascarade, mais bon. Bon, je m'arrête là parce que je m'éloigne du sujet de la thématique. Hein. La thématique, c'était Chiappa. Bah là, je vais essayer de vous mettre la petite vidéo où Monsieur Jean-Jacques Bourdin lui pose des questions sur son roman. Vous avez écrit plusieurs romans érotiques, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? À ce sujet, ce que je peux vous dire, c'est pas... quelle importance? C'est pas... Alors si c'est pas important, pourquoi vous me posez la question? Pourquoi? Et alors si c'était vrai, qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Jacques Bourdin? Rien du tout, moi. Si ça vous fait rien, pourquoi vous me posez la question? Parce que autant être transparent. Autant être transparent, autant dire ce qui est la réalité. Moi, ce que je déplore, c'est que dans ce débat, et quand on a dit peut-être qu'elle a écrit des livres érotiques, il y a un journal de droite, Jean-Jacques Bourdin, qui m'a traité de reine des salopes, qui a titré sur moi la reine des salopes. Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique? Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique qu'on est la reine des salopes? Pardon. C'est une très bonne question, et pour moi, ça dit des choses du sexisme de notre société. Si moi, membre de gouvernement, vous avez le droit. Et laissez-moi terminer, si moi